Auriculaire donne la parole aux autrices de bande dessinée. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Céline Wagner est autrice de bande dessinée et plasticienne militante. Pour elle, l'art se sert de rien pour rendre important ce qui n'a l'air de rien. Elle est récompensée en 2017 par le prix Artemisia pour son album Frapper le sol, Tatsumi Hijikata sur la voie du buto. Nous nous sommes rencontrés lors du Festival de la bande dessinée à Angoulême et nous avons parlé de son art et de la façon dont les femmes sont constamment ramenées à leur genre au lieu d'être jugées sur leur travail. Bonjour Céline, merci d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu nous raconter ton parcours, tes études et ce qui a fait que tu t'es orientée vers la bande dessinée ? Bonjour et puis merci de me poser cette question. Mon parcours, ça a commencé par des études dans le design où voilà, j'avais envie d'apprendre une méthode. En fait, j'avais un peu quitté le circuit scolaire et tout. Je m'étais orientée dans des filières de garage, comme on dit, quoi. Je me suis retrouvée en comptabilité et secrétariat. Et donc, oui, rien à voir avec la bande dessinée. Ouais, j'ai appris à taper à l'ordinateur. C'est pas mal. Aujourd'hui, ça me sert. Et voilà, je me suis orientée vers le design dans une école privée parce que j'avais pas envie de passer un concours et puis de surtout dépendre de bonnes réponses ou de mauvaises réponses pour entrer dans une école comme les Beaux-Arts. Et dans le privé, bon, c'est vrai qu'on rentre plus facilement, hein, il suffit de payer et on rentre. Donc voilà, j'ai fait du design et puis j'ai passé 2 ans, j'ai appris des choses très intéressantes, pas mal de techniques comme l'aquarelle, le petit dessin d'architecture, tout ça. Et puis j'ai fait des connaissances. J'étais à Toulouse, du coup j'ai rencontré un petit peu les auteurs de bande dessinée toulousains, avec qui j'ai commencé à travailler, quoi. Et puis doucement, bon, moi je savais que je me dirigerais pas vers l'industrie, hein, vers le design. Je visais plutôt la peinture. Je pensais après mes études essayer de faire ma place dans la peinture. Et puis comme j'ai rencontré ces auteurs, on s'est mis à exposer, à faire des fanzines. Et du coup, j'ai suivi ce chemin-là qui me correspondait assez bien, en fait. L'écriture, le dessin. Dans lequel tu t'es retrouvée. Voilà. Et, ouais. Et tu étais, quand tu étais enfant, tu étais lectrice de bande dessinée ou même ado, ou c'est venu sur le tard, quand tu as commencé du coup à t'intéresser à la bande dessinée Quand j'étais enfant, en réalité, je bricolais de tout, quoi. C'est ce que je pense souvent ou ce que je dis quand on me pose la question. Selon ce qui se serait présenté à moi, j'aurais très bien pu être sculpteur si mes parents m'avaient poussé vers la musique ou si j'étais née dans une famille peut-être où on aurait pu m'offrir un piano ou un instrument dans ce genre-là. J'aurais aimé faire de la musique. Enfin, j'ai pas de... Le dessin, ça s'est présenté à moi. J'ai un père qui peint. Voilà, c'est un médium possible parmi d'autres. J'ai un père qui peint. J'ai rencontré des gens qui dessinent. Moi, je me suis toujours trouvée dans l'isolement, à écrire, à dessiner. La solitude me dérange pas. Et voilà. Et ça aurait pu être la sculpture, ça aurait pu être la musique. Ça s'est fait au fil des rencontres, au final. Ça s'est fait. D'accord. Et justement, alors que représente la bande dessinée en particulier, mais l'art en général pour toi? Alors tu y as déjà un petit peu répondu puisque tu dis que tu aimes bien te retrouver dans la solitude pour créer. Donc c'est un médium pour s'exprimer. Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est pas évident de répondre à ça parce que la bande dessinée, pour moi, c'est pas une entité définie. C'est chaque livre essaye de faire passer quelque chose d'une manière nouvelle et du coup,
plus en plus la frontière entre le roman et la bande dessinée est ténue, si bien qu'en fait, quand on fait un livre, on essaye de tordre ou d'articuler un système de narration qui va au mieux exprimer ce qu'on essaye de dire. Et le livre est de plus en plus un objet artistique en fait qui est remis sur la table à chaque fois. Moi, pour ma part, la bande dessinée, quand on me dit que parce qu'il faut bien dire quelque chose, alors auteur de bande dessinée, mais franchement, si je suis honnête avec moi-même, je peux pas dire que je suis auteur de bande dessinée, parce que quand je vois des vraies bandes dessinées, je vois bien que je fais pas ça. En même temps, je fais des livres. Oui. Je fais des livres, j'écris, je dessine. Alors bien sûr, je suis plus auteur de bande dessinée pour le coup que pianiste. Mais en tout cas, tu te ressens pas profondément comme auteur, autrice de bande dessinée. Non. J'explore le livre. Moi, en fait, je m'interroge sur l'objet livre et je le prends un petit peu comme un artiste avec un tableau, quoi. Ça veut dire à chaque fois comment. En peinture, on réagence des espaces, on réagence des sujets. Dans le livre, c'est pareil en réalité, sauf qu'en plus de l'espace, du sujet, il y a une narration. Et ce qui est assez passionnant dans le récit, dans la narration graphique, c'est la complexité. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Un album de roman graphique ou un album de bande dessinée, il y a le dessin évidemment, il y a l'écriture, mais c'est surtout les deux. Et puis, est-ce qu'on peut adopter une écriture une bonne fois pour toutes ? Est-ce qu'on peut adopter un style d'écriture ? J'en suis pas sûre, parce que ça dépend de ce qu'on dit. Est-ce qu'on peut adopter un style de dessin ? Alors bien sûr, Puis soi-même, on change aussi, on évolue aussi dans son travail, dans sa vision des choses. Voilà. Donc moi, trouver un style de dessin, trouver un style d'écriture pour, au fil des livres, refaire quelque chose que je saurais faire, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de remettre tout à plat, de tout redémonter et de me remettre en difficulté, parce qu'en réalité, c'est très difficile. Effectivement, c'est pas le choix de la facilité. Non. Alors bien sûr, ce qu'on a fait par le passé nous sert forcément, mais pas dans le sens de la recette. Une recette qui a marché pour un sujet, et quand je parle de recette, je parle pas financière, évidemment, parce que quand on réfléchit comme ça, généralement la recette financière, elle est pas au rendez-vous. On arrête la bande dessinée, c'est ça. Donc quand je parle de recette, c'est un livre qui fonctionne, qui est bien articulé. C'est un petit miracle en fait. Donc ça marche. On a qu'à le regarder stupéfait et content. Mais le prochain, ce sera les mêmes questionnements, les mêmes difficultés pour le refaire marcher. Et donc moi, je me sens dans cette chose-là. Dans une remise en question permanente. Voilà, tout le temps. En plus, par exemple, là, en ce moment, je travaille sur la schizophrénie. Alors la schizophrénie, pas seulement sur la maladie mentale, mais sur mon rapport à la schizophrénie. Pour moi, ça me paraît évident que la schizophrénie, c'est entre autres l'art, parce qu'après tout, on peut se demander si la nature est pas artiste quand elle invente des trucs comme ça. C'est l'art et la question de la dissociation. Alors, faire un récit linéaire sur l'art de la dissociation, c'est dommage. Autant saisir cette chance d'explorer cette chose de la nature qui est à la fois dramatique et à la fois fascinante, de la dissociation. Donc, comment intégrer la schizophrénie au récit ? Comment faire que le récit approche la schizophrénie ?
c'est compliqué. Et... C'est une adaptation du médium au sujet, au final. Oui, je crois que voilà la bande dessinée ou le roman graphique, elle a vraiment tous les atouts pour à la fois saisir le lecteur par l'art de l'écriture ou en tout cas l'orientation de l'écriture et le saisir par l'immersion dans une ambiance graphique. Donc à la fois on lui parle et à la fois on l'immerge. Et ça c'est passionnant, c'est ce que j'aime faire, ce que j'essaye de faire. Voilà. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi, ça prend du temps, faut prendre le temps. C'est risqué parce que on en parlait tout à l'heure avec un ami. Quand on présente un projet à un éditeur, il aime bien qu'on lui résume en 10 minutes ce qu'on est en train de faire. Et là, vous voyez, ça fait combien de temps qu'on parle et Oui, ça fait un peu plus de 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes, ouais, voilà. Mais bon, là, on s'est posé, on est. Mais quand il faut présenter un projet à un éditeur, on lui raconte pas tout ça. On va lui dire schizophrénie, puis en fait ça veut rien dire parce que c'est pas ça. Et il faut vraiment être en confiance, prendre le temps de parler. Et on a rarement ce temps-là. Cette occasion-là, oui. Ouais. En tant qu'auteur vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis du métier, milieu, du métier, du milieu professionnel. Et donc du coup, on pourrait aussi très bien imaginer que ton prochain album pourrait être un roman illustré. Au final, ça pourrait aussi marcher pour toi, plus que qui est un objet un peu hybride entre la bande dessinée, l'illustration. Je pense par exemple à Libre, qu'ont fait Ovidi et Digli, qui est à la fois donc une partie texte rédigé et en face une partie bande dessinée. Ça pourrait, si ça porte ton sujet, tu pourrais très bien faire ce genre d'album. Alors, là, cet album-là, je vois pas. Oui, parce que c'est pas forcément adapté au sujet, mais. Mais c'est sûr que je l'ai pas vu, donc j'ai pas le recul. Mais l'illustration, c'est encore autre chose parce que ça voudrait dire que le texte écrit, il est valable en tant que tel. Et l'intérêt de la narration graphique, c'est de rompre avec le texte, c'est d'interrompre le texte et d'essayer d'insérer quelque chose qu'on aurait pu dire bien sûr par le texte, mais qui sera mieux dit avec le dessin. Et faut avoir en tête que le dessin c'est un atout. Les auteurs de bande dessinée, on est un peu misère en ce moment parce qu'on a des misères, mais on a aussi beaucoup d'atouts, c'est-à-dire que on a le dessin et on a l'écrit. Oui. Et ça c'est une force. C'est une force parce que plutôt que d'essayer de trouver les mots, c'est intéressant de chercher les mots. Pour camper une ambiance, on a l'atout de le dessiner. Et ça, c'est de l'or. Et il faut s'en servir de ça. C'est ce qui rend un album de bande dessinée aussi fort aussi, c'est qu'il y a à la fois le texte et l'image, le regard du dessinateur. Voilà. Du coup, on peut inventer chacun une autre forme d'écriture. Ça veut dire que le texte et le dessin sont pas mis côte à côte. Ils sont imbriqués et le dessin vient interrompre le texte vient interrompre le dessin au service de toujours une espèce de matrice qui nous raconte une histoire. Et c'est vraiment un art très très riche. Effectivement, c'est l'alliance, à mon sens, l'alliance parfaite de la littérature et de l'art voilà, je pense visuel. Qu'il y a vraiment un rapport à la littérature, bien plus qu'au cinéma, par exemple. J'entends souvent des auteurs mettre en rapport le cinéma et la bande dessinée, et moi, je suis pas trop dans cet état d'esprit-là. Je trouve que le roman graphique est plus proche de la littérature. Oui, je pense que c'est effectivement. Après, c'est un lien qui n'est pas toujours fait, mais parce que le cinéma, d'abord mettre en rapport la bande dessinée et le cinéma, ça minimise la bande dessinée. C'est comme si la bande dessinée était privée du mouvement.
Et la bande dessinée, elle n'est pas privée du mouvement. La bande dessinée, c'est l'art de l'image fixe. Et ça, c'est très important. Le cinéma, il est dépendant du mouvement. Parce que le cinéma, s'il veut faire un plan fixe, il ennuie tout le monde. Faut pas que ça dure trop longtemps. La bande dessinée, c'est son art, l'image fixe. Et dans l'approche qu'on a, on lit une bande dessinée. Et on lit une bande dessinée, ouais. Voilà. Enfin, on la lit, on la regarde. On la regarde, voilà. Et c'est un va-et-vient permanent. On n'est pas du tout privé de mouvement. Enfin, moi, voilà. Non, moi, ça me choque pas non plus. Voilà. Donc, moi, je préfère le roman graphique, la bande dessinée en tant que littérature, plutôt qu'en tant que storyboard, par exemple. D'accord. Et tu as eu le Grand Prix Artemisia l'année dernière. Qu'est-ce que représente ce prix pour toi Alors, ce prix, je suis très heureuse de l'avoir eu parce que... Pour frapper le sol, je précise. Pour frapper le sol, ouais. Je suis très heureuse parce que c'était mon 6e album. Et depuis des années, je disais à mes copains auteurs, faut que j'ai un prix, je suis invisible, il me faudrait un prix, juste un prix. Et c'est rigolo parce que j'avais eu cette discussion-là à... Comment c'est ce Montargis, oui. Malheureusement ce festival qui a été littéralement décapité par l'administration, c'est honteux et c'est déplorable. Enfin, donc avec les amis Arnaud Floch et tout, et je disais mais il faudrait un prix, machin, et je disais ça à Denis Lapierre. Il me dit mais t'inquiète pas Céline, ton jour viendra, tu auras un prix. Et en fait, il savait, j'étais pas au courant, que le festival Montargis m'avait décerné le prix Esprit Libre. Donc moi, entre-temps, je suis partie faire une course. Et Denis m'appelle en me disant qu'est-ce que tu fous, dépêche-toi, t'es où? Je dis personne m'attend. Si, on t'attend. Et en fait, je suis arrivée, il m'attendait pour me remettre le prix Esprit Libre. D'accord. Donc c'était rigolo. Et c'est la même année, donc ensuite j'ai eu le prix Artemisia, donc j'ai eu 2 prix pour le coup. Donc j'étais très contente, c'est une reconnaissance, surtout que c'est décerné par des gens talentueux, des gens compétents. Et c'était largement mérité, parce que Frapper le sol, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cet album. Merci. Et graphiquement très très fort. Et en plus, j'ai découvert, je ne connaissais pas le Buteau. Le Buteau, ouais. Voilà. Donc j'ai appris plein de choses. Et non, c'est un très très bel album. C'était largement mérité. C'était une reconnaissance attendue. Alors moi, j'étais très heureuse de ça. Et la chose que j'ai déplorée, c'est que passé la remise des prix, j'ai été interviewée par une journaliste de TV5 Monde. J'ai été très déçue de la restitution de l'interview. Je le dis parce que je vois pas pourquoi je le dirais pas. Surtout que TV5 Monde, j'ai entendu dernièrement une interview sur Brigitte Lahaie que j'ai trouvé lamentable parce que Brigitte Lahaie elle a fait une bourde, c'est certain, mais je trouve que le journaliste a été en dessous de tout. Donc c'est encore à charge de TV5 Monde. Et j'ai trouvé que cette journaliste avait rien compris à ce que je lui avais raconté. Et j'ai déploré que on parle pas du livre en fait. Ça veut dire que on a parlé du féminisme dans la bande dessinée, on a parlé d'Artemisia en tant qu'association qui doit être défendue parce que c'est une belle initiative. Et je me suis retrouvée finalement, comme certainement les autres grands prix et les autres prix, à être un peu une vitrine d'Artemisia. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Et on n'est pas venu me parler de Buteau, on n'est pas venu me parler de Frapper le sol, on n'est pas venu me parler de l'album en réalité. De l'album en lui-même, juste du prix. Ouais. Et ça, je l'ai... Ce qui est en plus absolument pas l'objectif de ce prix-là, puisque l'objectif du prix est de donner une visibilité et de mettre en valeur des albums, avant tout des albums. Ah ouais. Et pas moi, juste le prix je me suis dit, quand je sais pas, il y a le prix
je ne sais quoi, Goncourt, on parle pas de Goncourt, on parle du livre. Du livre. Voilà. Et donc j'ai déploré qu'on parle pas du livre. Et voilà. Donc ça a été ma petite pastille un peu amère à propos de ce prix. Donc plutôt agréable et quand même avec un goût amer. Une déception, ouais. Un goût amer derrière. Ouais. Et alors, là, j'ai une question que je pose à toutes les autrices que je reçois. Si je te dis très féminin, très masculin, que me réponds-tu ? Alors, je pense que c'est une collection de BD. Oui, alors qui effectivement, c'était une collection des éditions de l'an 2 d'il y a quelques années. Ouais, quelques années. Et après, c'est un débat, mais qui est, je pense, enfin, qui n'est pas un débat centré, spécifique à la bande dessinée, sur le fait que les hommes et les femmes ne traitent pas un même sujet de la même manière, ou alors le fait que les hommes et les femmes ne dessinent pas de la même manière. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors là, est-ce que tu en penses quelque chose ? J'y ai pas réfléchi. Est-ce que toi, tu as eu des remarques sur ton dessin ? Enfin, pas forcément d'ailleurs liées au trait féminin jamais. ou trait masculin ou... Non, on m'a jamais dit. Je trouve que tu as un dessin féminin. Ou tu as un dessin en masculin ou... Ouais, non plus. Ouais, d'ailleurs, non plus. Non. Il y a des petites choses, par exemple sur l'écriture. L'écriture manuscrite. C'est vrai qu'il y a des écritures, on sent bien que c'est des filles. Écriture ronde, mais peut-être plutôt des adolescentes, quand elles font les lettres très rondes, à la place du point sur le i, elles mettent un rond. Un petit rond. Ouais. Il y a des trucs comme ça, on se dit, c'est pas un homme. C'est pas un mec qui a fait ça. Non, c'est pas un mec qui a fait ça. En dehors de ça, alors bien sûr, il y a des dessins, comme on va dire, girly, quoi. Ça se voit que c'est une fille, mais par le sujet. Par le sujet, oui. Et puis, ouais, peut-être un petit maniérisme typiquement féminin. À la fois, je me suis pas interrogée sur la différence des traits féminins, traits masculins, mais il faut pas nier que parfois il y a une différence. Et est-ce que ça dépend du sujet qui est traité, ou alors est-ce que c'est vraiment le dessin en lui-même Je trouve que des fois... Non, je pense que c'est le sujet, parce que j'ai vu aussi des dessins de garçons avec un petit côté angélique qu'on a tendance à attribuer aux femmes. Et à l'inverse, il y a des femmes très trash dans le dessin, très crues. Du coup, non, je vois pas. Pour toi, il y a pas de voilà, peu importe homme, femme. Il suffirait de bluffer le lecteur avec un pseudonyme et on saura absolument pas qui a écrit ou qui a. Et après, quand il y a maniérisme. Oui. Et dans les deux cas, c'est-à-dire le mec qui veut faire des trucs de mec, les jugulaires tirés avec les gros machins, bon, on va se dire c'est un homme, et puis la femme qui va arrondir tous les machins pour. Donc s'il n'y a pas de, de maniérisme, si c'est un dessin honnête, non, je crois pas qu'il y ait de différence. Pour toi, il n'y a pas de différence homme-femme. Non. Mais dans les sujets, en revanche, ça me paraît très normal qu'il y ait des différences. Par exemple, le buto. Bon, c'est pas un sujet. Un homme aurait pu parler du buto. Mais par exemple, je sais pas si on prend les femmes à la rue, les SDF. Une femme à la rue, elle a des problèmes. Elle a d'autres problèmes qu'un homme à la rue. Oui, elle a les mêmes problèmes que les hommes à la rue et d'autres problèmes aussi liés spécifiques à sa condition féminine. De femme, voilà. Donc sans faire un dessin, je pense que c'est compris. Voilà, une femme, quand il faut qu'elle trouve des toilettes, un peu d'intimité pour... voilà. Donc il y a des problèmes de femmes. Des problématiques féminines, oui. Ouais. Et il y a des problèmes masculins. Oui, des problèmes masculins. Donc ça, faut pas le... Je trouve que c'est hypocrite de dire non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est pas vrai. Une femme, elle a ses règles, un homme a pas ses règles. Et quand on est à la rue, qu'on sait pas où se doucher, on a un problème... lié à ça. On a un problème véritable. Lié au fait qu'on est une femme. Lié au fait qu'on est une femme. Et en dehors de ces situations... je sais plus, c'est Marguerite Yourcenar qui disait oui, je me dis que je suis une femme quand je mets une robe, effectivement. Donc ça prend pas longtemps dans la journée.
le temps de mettre sa robe. Puis après, elle oublie qu'elle est une femme. Bah, c'est ça. Il y a des moments dans la journée où on n'est pas pareil qu'un homme. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et alors, je sais que tu es très impliquée, enfin, en tout cas, tu es impliquée dans la défense des auteurs en règle générale et pas des autrices spécifiquement, enfin de la condition des auteurs, des conditions de travail. Et comment tu as perçu Angoulême 2016, l'année, enfin c'était donc il y a 2 ans puisqu'on enregistre pendant le festival 2018, quand il y a eu le clash lié au fait qu'aucune femme était sélectionnée pour le Grand Prix. Avec tout ce qui, je ne vais pas redécrire tout ce qui en a découlé pendant ce festival qui était un peu mouvementé. 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu en as, enfin toi, quel était qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, et 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que les choses évoluent ou pas? Alors, bon, pour être plus précis, impliquée, je ne suis pas assez à mon goût, on va dire. Je ne suis pas impliquée dans la cause des auteurs, je ne suis pas concrètement dans le sens où j'adhère pas au SNAC, et c'est pas un choix. Hein. D'ailleurs, je me dis régulièrement, bon, faudrait que j'adhère au SNAC. Donc, je le ferai. Donc, tu es pas militante? Non, mais je suis pas militante. Tu es sensible à la défense de cette cause. Voilà, c'est-à-dire que je me sens impliquée dans le sens où je fais des livres et que j'en démords pas. Ça veut dire que bientôt ça va faire pas loin de 20 ans, et avec toutes les difficultés que ça comporte, difficultés de se faire éditer, difficultés financières, difficultés de se déplacer, difficultés de se faire entendre, etc., etc. Je continue à faire des livres. C'est en ça que je me considère impliquée. Et à mon sens, la cause des auteurs, j'y suis extrêmement sensible parce que je suis auteur, et que si la condition des auteurs s'améliore, les femmes en bénéficieront. Oui, évidemment. Parce qu'effectivement, les autrices sont dans des situations parfois très compliquées, mais effectivement, les auteurs aussi sont dans des situations... Bien sûr, on est auteurs, on est tous auteurs. Et on a les mêmes, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes injustices par rapport, on a affaire aux mêmes injustices par rapport à ce qui se trame là sur les pourcentages de droits d'auteur, droits d'auteur et compagnie. Et si la cause des auteurs s'améliore, les femmes vont en bénéficier. Après, sur les quotas, comment c'est possible? On a la 45e édition. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de femmes dans la liste de sélection? Donc il y a 2 ans, effectivement, il n'y en avait pas. Qu'il y ait eu un mouvement, je trouve que c'est normal. Surtout que c'est sur le plan international, hein. C'est pas uniquement la sélection n'est pas uniquement franco-française. Voilà, c'est ça. Et donc moi, c'est une position que j'ai, et je pense que je m'implique pas outre mesure, je milite pas, on va dire, parce que je considère que je m'implique dans les livres, ça c'est clair, et dans le métier. Mais je milite pas plus que ça parce que je me sens pas complètement intégrée. Et les femmes, c'est surtout, c'est à se demander quelle est la valeur d'un prix comme le Grand Prix d'Angoulême, si en 45 ans d'existence, ils n'ont pas calculé qu'il y avait des auteurs féminins. Il y a eu 2 femmes qui ont eu le prix depuis la création, c'est-à-dire en 45 ans. Voilà. Et là, cette année, il n'y avait pas de femmes. Et cette année, non. Voilà. Donc, c'est à se demander quelle est la valeur de ce prix, en réalité, parce que dans quel monde on vit, quoi. Oui, parce que de toute façon, les femmes font hommes-femmes, il y a des autrices qui mériteraient aussi largement ce prix que les auteurs qui sont récompensés. Voilà. Mais le problème, c'est on va se battre pour mettre des femmes en lice.
Mais si c'est plaqué, ça sert à quoi? Parce que mettre des femmes en lice, c'est pour que les albums soient lus. Et si ces gens depuis 45 ans, je sais pas qui c'est, mettent des hommes systématiquement dans les listes, ils lisent pas les femmes, je sais pas, il y a un boycott, ils ont un problème, ils les connaissent pas. Enfin, alors cette question-là, on va pas leur coller des femmes sous le nez. Je sais pas s'il y a une solution en fait. Toi, tu crois pas à la parité obligatoire ou à ce genre de choses non. De manière imposée en tout cas. Bah non, quel intérêt? Parce qu'on peut toujours le faire. Bien sûr, on peut le faire. On peut faire une loi aussi. Mais une loi qui va emmerder tout le monde, qui va, puis on va nous dire qu'on prend la place d'hommes qui auraient pu être en lice. Tout ça pour qu'il y ait une parité. Alors, si finalement la femme, ce qui est idiot de dire ça, parce que la femme, c'est n'importe quoi, c'est des livres, c'est des auteurs derrière. Donc, s'il y a des auteurs féminins qui peuvent pas exister dans ces listes, eh bien, elles sont encore plus auteurs. C'est encore plus une bande dessinée d'auteurs qui échappe à la bande dessinée finalement industrielle, grand public, mainstream. Et finalement, on gagne une place privilégiée d'auteur. Voilà. Oui, après, il y a aussi comme tu le rappelais, de toute façon, que ce soit auteur, homme ou femme, peu importe, il y a un moment où effectivement, tu as aussi des impératifs économiques et pour être clair, plus ta bande dessinée se vend et plus tu touches de droits d'auteur et plus tu as même de vivre, on va même pas dire confortablement, mais correctement. Non, mais visiblement, le Grand Prix d'Angoulême récompense des albums qui se vendent. Ah oui, donc s'il y avait une femme qui cartonnait au box-office, peut-être une chance. Après, le Grand Prix, c'est sur l'ensemble d'une carrière, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça, entre guillemets, booste les ventes. Je dis pas de chiffres, mais effectivement, je pense qu'à partir du moment où tu as un prix, quel qu'il soit, et encore plus le Grand Prix d'Angoulême, quand même assez réputé, je pense qu'effectivement, tes albums prennent de la visibilité. Oui, mais par exemple, regarde Munoz, qui est un immense bonhomme de la bande dessinée. Il a été récompensé à plus de 70 ans, si je dis pas de bêtises. J'espère que le prix était bien doté. J'espère. Mais s'il fallait attendre un prix comme ça pour vivre, on aurait le temps de crever largement, quoi. Je veux dire, Artemisia, pour être clair, n'est pas doté. En tout cas, pas cette année, pas l'année où je l'ai reçu. Si on attend après les prix pour vivre, parce qu'un prix, on l'a une fois. Tu peux attendre longtemps. Ouais. Alors, je souhaite à Munoz, et je lui fais confiance, d'avoir trouvé d'autres ressources. Moi, je compte pas sur le prix d'Angoulême. Donc, pour vivre. Donc, je m'arrange et j'espère que les autres font pareil, quoi. Donc, le prix d'Angoulême, s'il est à défendre, c'est pas pour un aspect financier, quoi. Parce qu'on va le recevoir une fois. Bien souvent, c'est des gens qui vendent déjà énormément d'albums. Donc, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Et ceux qui ont besoin de ça pour vivre, je leur souhaite de trouver autre chose. Après, c'est aussi un problème de reconnaissance. Peut-être aussi au-delà de l'aspect purement financier, mais c'est un problème de reconnaissance. Oui. Est-ce que toi, tu as le sentiment que le fait d'avoir été une femme, tu as bénéficié de moins de visibilité que si tu avais été un homme ? Ou alors, pour toi, ça ne change rien? Ouais, moi je bénéficie d'une grande visibilité, je trouve, mais je le mets pas sur le compte que je sois une femme. Pourtant, tu as quand même une certaine renommée, en tout cas, tu es quand même connue maintenant, tu as plusieurs albums à ton actif. Je pense que quand on dit Céline Wagner, en tout cas dans les gens qui sont amateurs lecteurs de bande dessinée te connaissent. J'espère, ça me ferait bien plaisir, ça me ferait très plaisir. En tout cas, moi, je te connais. Non, mais ceci dit, quand les lecteurs viennent me voir et tout ça, ils ont lu mes albums précédents et ça me fait très plaisir. Je sais que j'ai un petit public là, hyper sympathique, qui suit mes albums et tout. comment dire,
un Grand Prix d'Angoulême, personne ne peut être insensible à recevoir un Grand Prix d'Angoulême. Mais en même temps, je crois qu'il faut arrêter, il faut démystifier toutes ces choses-là. Parce que ça récompense. Que Munoz ait eu le Grand Prix à plus de 70 ans, ça montre bien l'aberration de ce prix. Ce prix, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend. C'est un prix qui récompense une carrière, donc effectivement... on ne sait pas des fois. Des fois, on se demande s'il ne récompense pas... Bon, après, je veux pas... je veux pas passer ça au pilon, ni citer les noms, parce que ça ferait un procès qui serait pas... qui serait pas à propos. Les lauréats n'y sont pour rien. Oui, non. Les lauréats n'y sont pour rien, c'est pas eux qui sont à remettre en question. C'est la valeur de ce genre de prix. Qu'est-ce que c'est que ces prix qui nous infantilisent, qui mettent les auteurs en concurrence? C'est une sorte de bon point. Ouais, mais qui débilise le public et les auteurs en fait. Parce que alors si t'as pas le prix, t'es pas reconnu. Si t'as le prix, t'es quoi alors? T'es mieux que les copains? Alors qu'on est tous, on est tous dans le même bateau. Je sais pas combien ils donnent l'enveloppe, je sais pas combien elle se. Mais alors si ça récompense une carrière, qu'est-ce que c'est le prix d'une carrière? J'espère que l'enveloppe elle est épaisse, hein, parce que 70 ans. À combien ans... tu chiffres une carrière? Ouais, parce que s'il donne 10 000 € à quelqu'un de 70 ans pour récompenser sa carrière, ça fait doucement marrer quand même. C'est même pas un SMIC d'1 an. Alors, faut démystifier ces prix. Ouais, il y a des prix. Alors, faut les démystifier et en même temps, ça fait plaisir quand tu l'as. C'est-à-dire que oui, toute la profession pour un soir te voit. Oui, puis c'est une reconnaissance aussi. Oui, c'est une reconnaissance de ton travail, de tes efforts, une reconnaissance de tous. Ouais, enfin de tous. Disons que cette reconnaissance, on peut l'avoir à différents moments de l'année. Dans d'autres situations. C'est-à-dire que par exemple, toi, si tu vas en dédicace et que tu rencontres les gens qui lisent tes albums, pour toi, c'est une forme de reconnaissance. Oui, et puis même là, par exemple, sur l'album sur lequel je travaille, qui est difficile, parce que je me suis attaquée à un truc difficile, ce qui est bien qu'au début, j'avais, pour faire une image, toutes les pièces du moteur éparpillées sur la table, comme si j'avais démonté un moteur et que je ne savais pas le remonter. Donc j'avais ça. Et pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi, une bonne 30aine de pages, et il fallait que je commence à le montrer pour avoir des retours et puis pour me projeter un petit peu dans les mois à venir et tout. Et j'ai eu plein de réponses négatives, évidemment, et j'ai eu le soutien indéfectible de Benoît Peters. Bon, ça, pour moi, ça a été un soutien incroyable et une vraie reconnaissance. Une vraie reconnaissance. Voilà, une vraie reconnaissance. Alors, évidemment, si j'ai le Grand Prix d'Angoulême, que j'étais applaudie dans un auditorium avec une enveloppe de 15 000 €, un trophée en or, et oui, un fauve. Un fauve, évidemment, mais encore une fois, faut pas attendre après ça. Ouais. Parce que c'est vain. Il ne faut pas se construire autour de ça, parce qu'effectivement, surtout sinon pas. c'est... Il faut se construire dans le sens inverse. Il faut changer le trottoir. Et si jamais le fauve, vient vers toi, si on trébuche sur le fauve, c'est du plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on essaye de pas glisser, de marcher dessus du pied droit. Mais il faut pas se construire pour ça. Il faut se construire à l'inverse de ça. Et alors là, tu as changé complètement de direction parce que tu nous parlais de ton prochain projet qui est en cours. Donc on oublie complètement le buto, frapper le sol. Non, parce que en fait c'est dans la continuité. Hein. D'accord. Le buto est très très inspiré des surréalistes. Et le bouquin que je fais en ce moment, c'est alors sur pareil.
je dis schizophrénie pour aller vite, mais en fait, ça parle d'une artiste qui a existé, qui s'appelle Unique Azurne, et qui était schizophrène, qui était dans le mouvement surréaliste, qui était la compagne d'un sculpteur extrêmement talentueux qui s'appelait Hans Bellmer. Et je pars de ce personnage très attachant d'Unique Azurne, de son rapport à l'art, de son rapport à sa maladie, puisqu'elle est une des rares personnes à avoir eu un recul sur sa maladie. C'est-à-dire qu'elle a écrit. Donc elle a écrit sur ses crises, elle a écrit sur son désir de ne pas guérir. Parce qu'elle dit clairement que les sentiments les plus intenses qu'elle a eus dans sa vie, elle les doit à sa maladie. C'est sa façon de le dire. Donc moi, je me positionne pas du tout en éclaireur de la schizophrénie. J'essaye de comprendre Unique Azurne, j'essaye de prolonger son personnage dans des images, dans des situations, de montrer ce que ça a pu être dans le couple, un couple d'artistes qui avait énormément de points communs parce que Hans Bellmer, en l'occurrence, travaillait sur la dissociation du corps, et la schizophrénie, c'est encore une fois la question de la dissociation, de la pensée, mais qui se traduit aussi par le corps. Donc il y a une espèce de jeu de miroir dans ces artistes qui sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne, donc exclus, qui ont souffert, où on s'aperçoit que forcément cette guerre, comme d'autres drames de l'histoire, engendre des névroses, des souffrances, des psychoses, des maladies, des dépressions, etc. Et que la schizophrénie, c'est pas une maladie, orpheline, ou un truc qui nous tombe dessus quand on est, quoi. C'est accroché. C'est une moule accrochée au rocher de l'histoire. Et on fabrique de la schizophrénie, je pense. Alors, notre société fabrique la vérité, évidemment, de la schizophrénie. Mais les médecins, d'après ce que j'ai compris, ne l'ont pas non plus. Et donc, ce que je comprends dans l'histoire d'Unique Azurne et d'autres témoignages, puisque du coup, je creuse la schizophrénie, c'est qu'on la fabrique. Et du coup, je m'intéresse à cette femme, à son histoire. Et je fais... Donc pourquoi je m'intéresse à cette femme ? Parce que par plusieurs points, elle résonne avec ma propre histoire. Et j'essaye dans le même récit, donc là encore une difficulté, où le moteur n'est pas complètement monté. Tu aimes bien les difficultés en fait. Je suis en train de... Le moteur commence à prendre forme, mais il y a encore des pièces qui sont laissées de côté. Je réduis le périmètre, en fait. Je commence par Unique Azurne. Ensuite, je passe par ma famille et j'arrive jusqu'à moi, à mon rapport à la schizophrénie. Et donc, ce bouquin traite aussi, finalement, de pourquoi on a tendance à aller chercher des personnages qu'on considère plus légitimes que soi pour parler de quelque chose. C'est-à-dire que moi, ma petite histoire avec la schizophrénie, moi-même, je m'ennuie à l'écrire. Donc je me dis, tout le monde s'en fout. Alors que Unique Azurne, même si elle n'est pas connue, c'est un personnage... c'est quelqu'un qui a existé déjà, qui a laissé une trace, des livres, et puis quelqu'un qui a existé dans une période de l'histoire importante. Peut-être un problème de légitimité, du coup. De légitimité, ouais, tout à fait. Mais je suis pas la seule à penser comme ça. On a souvent tendance à penser que de parler de quelqu'un d'autre, ce sera plus intéressant, que de parler de soi. Voilà. Et du coup, dans ce bouquin, je traite un peu de tout ça. Prendre un personnage pour arriver à soi. Voilà. Et sur la question de la schizophrénie. Et de la création. Et donc la sortie, une date de sortie prévue ou pas du tout encore Alors si, donc ça sortira chez La Boîte à Bulles, début 2019. Ah là là, il va falloir attendre encore longtemps. Ouais. Parce que là, j'ai l'eau à la bouche. En tout cas, merci beaucoup Céline. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire.
En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite!